Bienvenue sur Révolution des cœurs, le podcast qui libère la parole des femmes de culture arabo-musulmane. Ici, nous brisons les tabous et nous parlons d'amour et de liberté. Assia nous raconte son chemin vers l'émancipation. Elle aborde les thèmes de la religion, des comportements toxiques et de la maladie. Assia nous raconte également son histoire d'amour avec son mari non musulman et les réactions de sa famille. Bonne écoute! Je m'appelle Assia, j'ai 48 ans et je suis née en Belgique, d'un père marocain et d'une mère belge. Mes parents, alors étudiants, 18 et 20 ans, se sont rencontrés dans les années 70. Après 2 mois de relation, ma mère était enceinte. Inutile de préciser que cet événement n'était pas prévu au programme. Mon père était musulman, mais ne pratiquait pas sa religion. Il vivait à l'occidental. Sa posture de jeune père était celle d'un homme qui exprimait son affection pour sa fille, tout en étant peu autoritaire, voire laxiste. Par contre, ma mère était plus cadrante et structurante. C'est elle qui gérait majoritairement mon éducation. Le couple de mes parents était bancal, déjà à l'époque. Les preuves d'affection étaient inexistantes, de mon point de vue, et les disputes étaient monnaie courante. Je ne connaissais rien de l'islam. Il était essentiellement culturel. Les seules pratiques de l'islam que je connaissais étaient celles auxquelles j'étais confrontée quand nous allions au Maroc, lors des vacances d'été. Vers l'âge de mes 6 ans, les premiers interdits sont apparus. Arrêt de la consommation de viande de porc et d'alcool, et bien d'autres choses. Mon père devenait plus autoritaire envers moi, et parfois pouvait être violent physiquement. J'ai également suivi des cours de religion islamique, dès mes 9 ou 10 ans. En effet, en Belgique, des cours obligatoires de religion ou de philosophie et citoyenneté sont dispensés dans tous les établissements scolaires publics. Ma mère, de nature soumise, a tenté plusieurs fois de quitter mon père, mais elle s'est chaque fois résignée jusqu'à se convertir à l'islam. J'ai 2 petits frères. Ils sont nés longtemps après moi. C'est à partir de ce moment charnière que j'ai réalisé qu'avoir un fils avait plus de valeur aux yeux de mon père. Son regard envers moi avait complètement changé. J'étais dans l'incompréhension totale. Personne ne répondait à mes questions. Je ne suscitais plus aucun intérêt pour mes parents. Je devais obéir, donner l'exemple, avoir de très bons résultats scolaires, tout en arrêtant mes activités sportives auxquelles j'étais très attachée. L'islam et ses pratiques prenaient de plus en plus de place au quotidien. La première guerre du Golfe a éclaté et le phénomène s'est accentué à la mort de mon grand-père, le père de mon père. Ce fut une période très sombre, durant laquelle on ne mettait pas de mots sur ce qui arrivait. Le dialogue n'existait pas. Et mon père voulait tout contrôler. Mon adolescence fut ponctuée par des maltraitances psychologiques, des privations, des insultes, des humiliations, du rejet, puis le bannissement. Mes résultats scolaires s'en sont ressentis, et ensuite sont apparus de gros problèmes de santé d'ordre à la fois physique et psychologique. Troubles alimentaires, aménorrhée, maladies neurologiques, pensées suicidaires. À mes 18 ans, à la fin de ma première année d'université, je décide alors de quitter le foyer familial par instinct de survie. J'ai eu le soutien de plusieurs amis et de membres de ma famille, côté maternel. En revanche, ma mère avait décidé de prendre le parti de mon père et ne fut d'aucun soutien. Je n'ai plus donné signe de vie
durant plus de 2 ans. J'étais avide de liberté et de découverte. Mon objectif était de faire mes propres choix et de faire ma vie avec un homme qui me respecterait en tant qu'individu à part entière. Mon mari est belge, athée, et il m'aime pour ce que je suis et pas pour ce qu'il aimerait que je sois. Notre couple n'est pas accepté, mais plutôt toléré à distance. Mon père n'a volontairement ni assisté à mon mariage, ni à la naissance de mon fils. Et il n'a jamais cherché à créer des liens avec mon mari ou mon fils. J'ai renoué malgré tout un semblant de relation avec mon père, par loyauté familiale et parce qu'il devient vieux. Mais chaque rencontre est toujours difficile. Il est impossible en sa présence d'être soi-même ou d'exprimer une idée divergente de la sienne. Il est dans le jugement perpétuel et est très moralisateur. Je dois en permanence réfléchir à ce que je vais dire ou faire. Nos relations sont superficielles et creuses. Et malgré toutes ces années, je ressens toujours de la peur en sa présence. En guise d'anecdote, déjà très jeune, je remarquais que tout ce qui touchait de près à la maladie n'était pas un sujet à aborder, ni en famille, ni en dehors. C'était tabou. Ma mère eut, par le passé, des gros problèmes de santé, mais on n'en parlait pas. On faisait comme si cela n'existait pas. Cela m'a beaucoup affectée, surtout quand on sait que je suis atteinte d'une maladie neurologique depuis mes 17 ans, mais que mes parents ont à nouveau, volontairement, ignoré cette réalité. Ma réalité. Toute la famille, par mimétisme, a adopté le même comportement. C'est comme si s'était installée une règle implicite, intégrée par tous, afin de feindre la famille parfaite et sans histoire. La culpabilité et la honte font partie intégrante de mon parcours. Un soutien psychologique de longue durée m'aide à garder ces sentiments à distance. Mais je constate qu'à chaque bref moment passé en compagnie de mon père, cette sensation refait surface. Elle ne me quitte jamais. Je sais que ce que je suis et mes choix de vie ne correspondent pas à ses valeurs et à ses attentes. Et il ne se prive pas de me le rappeler de manière insidieuse. J'ai la sensation de trahir mon clan. Mon père aurait souhaité que je sois musulmane, pratiquante, que je me marie à un musulman, que j'ai la foi, que j'ai la même vision du monde que lui, que j'adhère à ses opinions politiques, que je choisisse un camp, son camp. Je refuse de m'y résoudre. J'ai toujours été perçue comme un élément perturbateur, voire honteux, au sein de la famille. Pour preuve, mon père raconte, à qui veut bien l'entendre, en Belgique comme au Maroc, que je suis professeur de français. C'est faux. Je suis photographe et j'ai travaillé longtemps dans le secteur socioculturel. Pourquoi travestir les faits ? Le poids du regard des autres m'indiffère. Seul celui de mon père a un impact concret et indélébile sur la petite fille qui vit toujours en moi. J'y vois toujours de la déception, du rejet et de l'infantilisation. Je pense qu'il n'accepte toujours pas le fait que je suis une adulte, accomplie et émancipée. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Ah non, hein, ne recommence pas à faire des histoires, hein !» Eh oui, le pas de vague a toujours été à l'ordre du jour dans ma famille. J'ai soif de justice. J'ai besoin de cohérence, de reconnaissance et de relations saines. Et j'aspire à l'altérité. Je ne cesserai de me battre, tout en refusant d'être assignée à une identité figée, de par ma naissance ou mes origines ethniques ou religieuses. J'ai fait le choix de privilégier ma liberté et mon libre arbitre.
tout en exigeant d'être traitée au même titre que les hommes. La discrimination sexuelle est non négociable. J'ai le privilège d'être née et d'avoir grandi en Belgique. J'ai pu faire des études et des rencontres qui m'ont nourrie, façonnée, tout en m'ouvrant le champ des possibles. Je me suis construite en opposition au milieu familial et je le paye cher chaque jour. J'ai pris des coups, j'ai vécu des échecs, mais aussi des réussites. Je reprends petit à petit confiance en moi. Et aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que si mon existence avait été plus simple et plus sereine, je ne serais pas la femme que je suis devenue. C'est la raison pour laquelle je ne regrette rien. Car quand la liberté ne vous est pas servie sur un plateau, vous devez l'arracher pour l'obtenir. On n'en sort jamais indemne, mais le combat en vaut vraiment la peine. Il en va de la dignité de chacune d'entre nous.